Mes bien chers geeks, mes bien chères geekettes, bienvenue dans un 100% encore une fois plein d'amour, mais aussi quand même d'émotion. Et ce sera pas seulement parce qu'on retrouvera notre Chan, parce qu'on retrouvera le reportage sur Lego Pirates des Caraïbes, 1 des 6, Auto, et que pour commencer il y aura les news. Non, il y aura de l'émotion aussi, en plus, vous allez voir ça. Dernièrement, la BBC a mis en ligne sur son site un article parlant des difficultés que les daltoniens pouvaient éprouver à jouer aux jeux vidéo. Et cela peu importe les genres. Les puzzle games comme Puzzle Fighter et Puzzle Bobble, où tout le jeu repose sur l'assemblage de couleurs, représentent un cauchemar pour les daltoniens. À partir du moment où l'on confond le rouge et le vert, ou même le jaune et le vert, c'est bien simple, on ne peut pas toucher ces jeux, sauf si le but est de perdre le plus vite possible. Heureusement, la majorité des jeux de ce genre incluent un mode daltonien salvateur. Sans celui-ci, pas de Peggle ni de Zuma pour les malvoyants. Ce n'est malheureusement pas le seul genre de jeu qui pose problème aux daltoniens. Dans les jeux de course récents comme Formula One 2010, il est très difficile de distinguer la ligne indiquant la trajectoire idéale, car elle est faite de nuances de rouge et de vert. Idem pour les FPS multijoueurs distinguant leurs équipes par le rouge et le vert, même si certains développeurs comme Treyarch, responsables du dernier Call of Duty, incluent un mode daltonien dans leur jeu modifiant les couleurs utilisées. On se souvient également de BioShock 2 qui en son temps avait suscité pas mal de polémiques à cause de son mini-jeu de piratage basé sur les couleurs. Les polémiques cessèrent quand 2K Games promit l'ajout d'un mode daltonien via un patch qui ne vit jamais le jour. Même des jeux auxquels on ne pense pas forcément comme Lego Indiana Jones peuvent poser problème à cause de ces énigmes. Si les 10% d'hommes daltoniens ne sont pas la majorité des joueurs, ils représentent une part non négligeable du marché et il semble normal qu'ils puissent jouer comme tout le monde. Surtout qu'un mode daltonien n'est pas la chose la plus dure à implémenter dans un jeu, Treyarch l'a prouvé. Encore faudrait-il que les éditeurs souhaitent remédier à la situation, ce qui n'est pas le cas de tous. La vidéo ne fait que 26 secondes, alors on doit faire vite. Joyeux anniversaire les lapins crétins! En espérant que ce 5e anniversaire vous motive pour nous refaire de bons jeux comme le premier épisode. Reconnaissez que vos dernières aventures n'étaient pas folichonnes. Disponible depuis peu sur le PSN, Red Johnson's Chronicles est le nouveau jeu de Lexis Numérique. Le studio à l'origine d'In Memoriam. Now don't forget, man, you're the boss. Comme le titre l'indique, vous incarnez Red Johnson, un détective privé de Metropolis. Dans ce jeu d'aventure mêlant des influences allant de Heavy Rain à Professeur Layton, vous devrez autant utiliser vos méninges afin de résoudre des énigmes que vos réflexes contre divers ennemis. En tout cas, Red Johnson's Chronicle a une identité bien à lui, mélange entre le cartoon et le film noir. Il a l'air prometteur, mais on vous dira ce qu'il en est vraiment dans 2 petites semaines avec une critique 100%. You've got no business poking your nose around my door! Jerk! Oui, énormément d'émotions. Souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, j'avais fait mes adieux au plateau précédent. Et maintenant que nous avons déménagé, c'est mon premier tournage du jeudi dans ces nouveaux locaux. Alors bon, je suis un petit peu ému quand même, mais je vous connais, bande de petits fripons, et vous me connaissez aussi. Vous allez me dire, ben alors, pourquoi t'as pas fait justement ton premier plateau, ton premier tournage, qui était mardi? Mais c'était parce que mardi, j'avais déjà trouvé des trucs à dire. On va regarder notre Chan pendant que je trouve un truc à dire pour le prochain plateau. Salut les otaques et salut les otaquettes, c'est No-chan. Bon, j'ai parlé avec Marvin et il m'a dit ok pour vous filer des cailloux. Voire même un saphir, hein. Enfin pas à tout le monde, faut pas déconner. Seulement à ceux dont j'ai porté le t-shirt à l'antenne. Vous recevrez tous un saphir. Alors quand on est geek, il y a des images qu'il vaut mieux de pas trop vous montrer. Des scènes un peu hot qui nous rendent tout fou. Par exemple, quand le constructeur Lexar nous invite à découvrir comment il fabrique ses microprocesseurs dans ses usines high-tech où pas un seul grain de poussière n'est toléré. Oh oui, le disque là, encore une deuxième couche de silicium, oh c'est bon. Pardon. Néanmoins, on peut être sidéré qu'à l'autre bout de la chaîne, quand le tout est transformé en de bonnes vieilles clés USB par exemple, eh bien tout est testé et mis en boîte à la mimine, à l'ancienne, bien analogiquement. Bon, si c'est pas votre trip, peut-être accrocherez-vous plus à cette visite d'une fabrique un peu plus artisanale de figurines diverses.
On y voit comment sont créés les moules, puis comment ils sont encastrés les uns aux autres, et puis comment le plastique est injecté pour créer les pièces. Je crois que je vais devoir m'arrêter là pour l'instant si je veux tenir jusqu'à la fin de la rubrique. Et encore une fois, fait coutumier pour les otaku, on termine le travail à la main. Ça lime, ça peint minutieusement. C'en est limite du superplay quand on voit une ouvrière qui arrive à faire un dégradé de violet qui tue sur des ailes en plastique avec un seul coup de pistolet à peinture. Cette année, pour le Tokusatsu, il y a des anniversaires, beaucoup d'anniversaires. Les 60 ans de Toei Company, les 40 ans de Kamen Rider et les 35 ans des séries Sentai. Du coup, les gars, ils se sont creusés la cervelle pour se demander comment marquer le coup, et quelqu'un a eu cette brillante idée. Et si on les mettait tous dans le même panier et qu'ils se foutaient tous joyeusement sur la gueule? Bon, évidemment, c'est retranscrit un peu pêle-mêle, hein. En plus on perd un peu à la traduction. Mais quoi qu'il en soit, ils y vont pas avec le dos de la cuillère. La série Gokaiger commence par une bataille légendaire où les 34 escadrons Sentai historiques combattent les méchants Zangiak. Et ils leur mettent leur race, mais perdent le pouvoir de se transformer. Jusqu'au jour où les Zangiak réapparaissent. Mais qui va pouvoir protéger la Terre? Une série qui a l'air de sentir bon le crossover et le fanservice dégoulinant. D'autant plus qu'un film au doux nom de Super Sentai 199 Hero Daikesen est prévu pour cet été. 199 héros en collant en même temps à l'écran, sans parler des mechas. Et de leur côté, les Kamen Rider y vont aussi de leur bon crossover dans le film Oz Denno All Rider Let's Go Kamen Rider, sorti le 1er avril au cinéma. En plus des riders les plus récents qui remontent le temps pour assister à la création du premier rider historique, on pourra croiser quelques guests créés aussi par Ishinomori Shotaro, Kikaider et consorts. Pendant ce temps, ailleurs, Power Rangers Samurai, 18ème itération de la licence, adaptée 7 fois de la série japonaise Shikanger, a commencé à être diffusée de par chez nous sur la chaîne Nickelodeon. Transmutation! Oui, je sais, c'est pas ma faute. Mais en même temps, j'ai l'honnêteté déjà de vous l'avouer, et puis j'aurai l'honnêteté aussi de ne pas vous faire le coup à chaque fois. J'aurais pu vous dire « Ah, beaucoup d'émotions parce que c'est le premier mardi, c'est le premier mercredi, c'est le premier lundi. » Non, quand même, vous voyez qu'on ne vous prend pas entièrement pour des jambons. Parce qu'il y en a à la télé, ils font que ça. N'oubliez pas. Nous, au moins... Oui, bon, on vous prend pour des jambons aussi un petit peu, mais ce serait des jambons fumés, des jambons raffinés. Et au moins, on a le courage et l'honnêteté de vous le dire. On va regarder le reportage sur Lego Pirates des Caraïbes, en attendant. Après le succès hallucinant des Lego Star Wars, TT Games, alias Traveler's Tales Games, a très vite saisi le potentiel de la licence Lego. Les univers les plus divers ont ainsi été passés à la moulinette Lego, d'Indiana Jones à Harry Potter, en passant par Batman et aujourd'hui les Pirates des Caraïbes. Pour nous parler de ce dernier, dont la sortie accompagnera celle du 4e film dans les salles de cinéma, nous avons rencontré un jeune producteur associé, travaillant chez TT Games depuis 3 ans. Il a ainsi débuté sur Lego Indiana Jones, pour aujourd'hui travailler sur Lego Pirates des Caraïbes, avec l'éditeur Disney Interactive. With the Pirates of the Caribbean license, we took all of the source materials from the original 3 films and as much as we could get hold of for the 4th film, and looked at everything that we could possibly do to make levels out of that material. And yeah, we've chosen 20 sort of scenes from all those films, and yeah, we've looked at all the characters and we've chosen 70 characters from those films that you'll be able to play and enjoy in the games. And we also take all the different locations and make sure that they're all iconic things that people recognise when they play. So things that people will recognise and go, oh yeah, I remember the rolling around in the balls in the Pelagoste level, and it's just things when the big Kraken is a big boss in the game. And just, yeah, you take all the sort of things that people remember and yeah, you look to sort of make them in Lego form and make all the cutscenes funny so that people enjoy and sort of remember the scenes from the film so that ties in with the game. Une relecture des films donc, à la fois fidèle et décalée, qui reprend également les musiques composées par Hans Zimmer et Klaus Badelt. Un changement de cadre qui inclut également quelques nouveautés en termes de gameplay, même si ces dernières ne sont pas bien nombreuses. Basically, because it's a new franchise, we've got a whole new sort of set of tools to play with.
All the Lego stuff remains the same, so anything that's Lego, the co-op, split screen co-op, that's still there, the collecting studs, the building bricks, that's all still the same. The new stuff is the pirates related objects and sort of tools, so you've got things like just the general pirate buccaneering and sort of swashbuckling, sword fighting, firing cannons, being on ships, climbing up the masts, all that's sort of still the same. And yeah, there's also extra abilities that some of the characters have. So Jack Sparrow has his compass, and you can use that in the game, and in the films that sort of follows whatever his heart desires, and then in the game that basically translates into being the next piece of the puzzle. Characters can also now swim underwater, and the cursed characters as well in the game, they can sort of walk along the surface or the bottom of the sea, and yeah, they don't need to come up for breath, which the normal characters do, and things like that. Si les versions consoles sont développées au sein des studios de TT Games, les versions portables, elles, ont été confiées à TT Fusion, une branche dédiée. Et comme vous le savez, ils ont vu leur charge de travail augmenter avec l'arrivée de la 3DS. Obviously we've got the 3D effect is obviously a big one. We spent a lot of time making sure it feels comfortable for kids, because we've got sort of quite a young target audience, so we spent a lot of time making sure that feels right, and we're really pleased with how sort of that has played out. 3DS also has Street Pass, which we use for pirate duels, so you'll be able to set your character to how they want to attack and defend, and it's sort of a rock, paper, scissors mechanic, and when you, in sleep mode, and you come across someone else who has the game, your pirates will duel it out, and you can actually watch those videos back and see how you got on, and you get stud reward in-game. En revanche, pas de split screen sur la version 3DS, tout comme c'était déjà le cas avec Lego Star Wars 3 d'ailleurs. Côté technique, Lego Pirates des Caraïbes utilise une version updatée du moteur de Lego Harry Potter avec des effets de lumière supplémentaires et des ombres retravaillées. Le jeu est donc plus joli. Quant aux fans de Jack Sparrow, ils seront ravis d'apprendre que ses animations ont fait l'objet du plus grand soin, que ce soit au niveau de ses mouvements ou de ses expressions faciales. Un jeu ultra grand public donc, avant tout destiné aux enfants, bénéficiant d'une formule désormais éprouvée et qui, on l'espère, saura détourner la future tétralogie avec suffisamment d'humour et de recul pour également séduire les joueurs plus âgés. Mais l'air de rien, le filon commence tout doucement à s'épuiser, et il serait temps que TT Games songe à renouveler totalement l'expérience de jeu offerte par ses titres Lego pour ne plus se satisfaire d'un simple changement de cadre. Ceci dit, le choix des longs métrages Pirates des Caraïbes est on ne peut plus malin, et ce nouveau titre a toutes les chances de rencontrer un succès équivalent à celui des films. Non, je ne vous insulte pas, détrompez-vous. C'est juste un problème d'honnêteté. Les gens, et les gens à la télé, et la télé, en même temps, en général, elle-même, ce n'est qu'un outil de mensonge, un outil de propagande, qui transporte des idées fausses. Sans la télé, est-ce que vous ne seriez pas persuadé intimement que tous les super-héros viennent d'Amérique? Ben non, en France aussi, il y avait des super-héros, hein. Même dans les années 20. Il y a eu une bande dessinée même qui a été faite et on en a tiré un jeu de rôle dont va parler Julien Pirou dans un des 6. Ça, c'est de la transition. Bonsoir et bienvenue de l'autre côté de l'écran. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il n'y avait pas de super-héros français ? La Brigade Chimérique est une bande dessinée au format comics publiée par les éditions La Talente qui tente de répondre à cette terrible question. Et les éditions Sans Détour proposent désormais l'encyclopédie de la Brigade Chimérique, mi-ouvrage de référence sur cet univers, mi-jeu de rôle. La Brigade Chimérique se déroule en Europe à la fin des années 30. Née dans les tranchées de la Première Guerre mondiale après avoir été exposée au radium, au gaz moutarde et autres horreurs de la guerre moderne, les super-héros européens vivent leurs dernières heures. Partout en Europe, le totalitarisme gagne du terrain et les surhommes eux-mêmes sont déchirés par ces idéologies prônant le nationalisme et le rejet de tout ce qui est différent. L'univers de la Brigade est notre monde sans être tout à fait notre monde. Par exemple, les communistes se font appeler nous autres et leur chef est connu simplement sous le nom de Grand Frère, un gigantesque colosse de métal. Le dirigeant de l'Allemagne nazie est le docteur Mabuse. Avec ses alliés Gog, chef de l'Italie fasciste, et le surhomme espagnol connu sous le nom de la Phalange, Mabuse a bâti en secret une cité au cœur des Alpes autrichiennes, Métropolis. Quel noir secret cache Métropolis qui se revendique nouvelle capitale des surhommes? Ce sera aux joueurs de le découvrir avant qu'il ne soit trop tard. Dans la Brigade Chimérique, les joueurs vont incarner des surhommes. Leurs pouvoirs sont étranges et variés, tout comme leurs origines.
Ces pouvoirs peuvent avoir été obtenus suite à une exposition aux effets de la superscience, dont Marie Curie est la prophétesse, ou bien par la maîtrise de la magie, ou même par l'utilisation de gadgets. Au joueur de définir dans le background de son personnage d'où il tire ses capacités hors du commun. Dans tous les cas, une règle est commune. Ces pouvoirs auront toujours un petit côté pulp, un petit côté old school, qui va chercher ses sources dans la littérature merveilleuse scientifique du début du XXe siècle, avant la science-fiction proprement dite. La particularité de la Brigade Chimérique, c'est que les personnages sont également caractérisés par un ou plusieurs profils, artistes, militaires, criminels, journalistes, aventuriers et ainsi de suite. Chaque profil correspond en fait à un groupe de compétences. Pour accomplir une action dans la Brigade Chimérique, le joueur lance 3 dés à 6 faces. Il ajoute au score obtenu l'attribut utilisé plus le score qu'il possède dans le profil le plus approprié. Si le résultat obtenu est supérieur ou égal au seuil de difficulté fixé par le maître du jeu, l'action est réussie. Plus la marge entre le résultat des dés et le seuil est élevée, plus la réussite est éclatante ou l'échec cuisant. À cela s'ajoutent quelques subtilités comme la présence du dé chimérique. Il s'agit d'un 4e dé 6 lancé séparément. Selon le résultat, la marge peut être doublée ou divisée par 2. Cela donne un petit côté imprévisible aux actions effectuées. On notera également la réserve de radium que l'on peut dépenser pour gagner des dés supplémentaires à lancer lors d'une action cruciale. Sous ces faux airs de Ligue des Gentlemen extraordinaires à la française, la Brigade Chimérique se révèle un univers intéressant et à la profondeur bien réelle. En puisant dans la littérature pulp européenne, tombée dans l'oubli après la Seconde Guerre mondiale, les auteurs ont créé une ambiance unique qui n'est pas vraiment du steampunk mais plutôt du radium punk, sorte de chaînon manquant entre Jules Verne et Superman. Quant au jeu lui-même, il est plutôt bien conçu car il a été créé de manière à ne pas larguer les non-rôlistes. Le système des profils rend les feuilles de personnages simples à lire et à comprendre, et le système laisse une grande latitude aux joueurs pour concevoir leur surhomme dopé au radium. Bref, un jeu et un univers unique à découvrir. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines, et d'ici là, jouez bien! Bah oui, il faut pas rêver, hein, la télé ça ne sert qu'à mentir. Qu'est-ce que vous croyez que Pili, par exemple, il est tout le temps aussi grincheux, hein, même dans la vie? Vous croyez que Davy, quand il va faire pipi, vous croyez qu'il se lave pas les mains après? Par contre, Caroline, elle est super sympa, elle est bien jolie en vrai aussi, hein. Comme à la télé. Bonsoir à tous et bienvenue dans Auto. Ce soir, je vous conseille de bien regarder le fond derrière moi car c'est la dernière fois que vous le voyez. Dès la semaine prochaine, vous retrouverez un environnement nippon pour les autos où je bafouillerai abondamment et où j'aurai quelques incohérences car je n'aurai pas le texte sous les yeux. Mais ce soir, tout devrait être plutôt clean. Vous aurez le top 5 des meilleures ventes de singles du mois de mars au Japon ainsi que les concerts. On commence les concerts avec le groupe Lix composé de Chihiro au chant et Yu à la guitare. Ils seront en tournée européenne en avril et en mai, et en France, ils seront de passage à Lille, Paris et Marange-Sylvange en Moselle. On passe ensuite au groupe D qui sera également en tournée en Europe. Ils joueront à Paris le 7 mai au Divan du Monde et le 14 à Lyon au Marché-Gare. N'oubliez pas que leur album Vampire Saga est sorti il y a peu. Le 22 mai, c'est le grand Hamauzu Masashi, célèbre compositeur de musique de jeux vidéo, qui fera son premier concert à Paris, à la Cité internationale des arts. Mais c'est déjà complet, quelques minutes à peine après la mise en vente des billets, il n'y en avait déjà plus. Le 27 mai, le groupe Pinky Doodle Poodle sera de retour sur l'Hexagone pour un nouveau concert. Si vous habitez à Annecy ou aux alentours, n'hésitez pas à vous rendre au Brise-Glace pour les voir. On termine avec Versailles Philharmonic Quintet. Ils feront une date unique en France et plus précisément à Nancy, à l'autre canal. Dans 2 semaines, nous parlerons en plus des concerts de Mono, Maximum the Hormone, Diran Gray et Sakamoto Ryuichi. On commence le top 5 des meilleures ventes de singles du mois de mars au Japon avec en 5e place Hormone que les fans attendaient avec impatience. Je vous rappelle que leur dernier single remontait à 2008, donc 3 ans d'attente même si ça en valait la peine. Greatest the Hits 2011 contient 3 chansons très énergiques avec ce mélange de métal et de pop qui font leur charme à mon goût, mais leur humour aussi. Comme ça faisait longtemps qu'ils n'avaient rien sorti, le single porte un nom de best-of.
En quatrième position, nous avons les NYC, ce charmant petit groupe récent appartenant à l'énorme industrie d'idoles masculines Johnny's Entertainment. Yume Tamago est leur troisième single et la chanson titre du single était le nouvel ending de l'animé Nintama Lantaro. Un animé bien particulier puisque l'opening a toujours été chanté par des Johnnies depuis la première série en 93. Mais c'est une nouvelle ère pour les filles depuis que AKB48 sont apparus avec des sous-groupes comme Not Yet composés des 4 AKB48 qui se classent elles troisième du top avec leur premier single Shumatsu Not Yet. Le single est disponible en 4 éditions et se vend à plus de 200 000 exemplaires, ce qui ne laisse présager que des bonnes choses pour leur carrière. On parle beaucoup des AKB48, mais n'oublions pas les SKE48, leurs consoeurs de Nagoya, qui gagnent beaucoup à se faire connaître. Leur nouveau single Banzai Venus se classe deuxième du top des meilleures ventes de singles du mois de mars au Japon, et ici encore, 200 000 copies vendues. Alors ne soyez pas surpris par ces chiffres, la plupart des singles du top 5 sont sortis le 11 mars. Et en première position, nous avons malgré tout un Johnny's qui sort du lot, Akanishi Jin. À l'origine, il était membre des 4 Tours, il a décidé de se lancer et ça marche plutôt bien. Eternal est son premier vrai single solo, surtout qu'il écrit et compose lui-même ses chansons, et Eternal est une très très belle ballade. Ça y est, c'est la fin de l'émission, il est temps maintenant de parler des nouveautés qui entreront en rotation sur nos lives juste après le J-Top samedi soir. Et cette semaine, entre autres, nous aurons Crystal K avec le clip Journey, Kimi to Futaride. Il y aura également Matsushita Yuya, mon petit chouchou, avec le clip Paradise, donc 2 belles nouveautés qui nous viennent de Sony. Il y aura également le boys band Winds avec leur clip Bias One, le groupe, je ne sais pas si c'est un groupe ou si c'est juste quelqu'un, mais Galaxy 7 avec le clip Black Metal. Il y aura également le clip du HP pour lequel vous votez chaque semaine sur le forum de nos lives. Enfin, il y aura Lambo no Melody de Shido. Donc ça s'écrit S-I-D, mais je crois qu'en katakana ça se prononce bel et bien Shido. Et donc Lambo no Melody, c'est extraordinaire, magique, waouh. C'est le 13e opening de l'animé Détergent. Ah non, que dis-je, de l'animé Bleach évidemment. Bon, c'est une blague d'Alex, hein, il voulait que je la fasse parce que Bleach, détergent, humour. Donc voilà, ça c'est fait. Donc un énorme tie-up pour ce clip. D'ailleurs le clip est très joli. Et très très joli avec un très joli univers, c'est très coloré et tout, j'ai beaucoup aimé. Donc Lambo no Melody, pensez à voter pour le J-Top. J'espère que je vous ai vachement motivé pour voter pour un certain clip en tout cas. C'est très très important de continuer à voter toute la semaine pour le J-Top. Je vous retrouve la semaine prochaine à Tokyo. Surprise, où est-ce que ça pourra bien être dans Tokyo? Je ne sais pas encore, mais on verra bien la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous. Bye bye. Ben oui, en définitive, la seule chose qui soit vraie à la télé, c'est les bisous pleins d'amour que je vous envoie. Et là, j'essaie pas de vous prendre pour des jambons. Y a pas de raison. En même temps, j'aime bien faire des bisous aux jambons. C'est bon. Des gros bisous et des gros bisous à Caroline qui est repartie. Ben, elle a une médaille de Saint-Rita, tout va bien se passer.